1984 de George Orwell. Première partie, chapitre 7. S'il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les prolétaires. S'il y avait un espoir, il devait en effet se trouver chez les prolétaires, car là seulement, dans ces fourmillantes masses dédaignées, 85% de la population de l'Océania, pourrait naître la force qui détruirait le parti. Le parti ne pouvait être renversé de l'intérieur. Ses ennemis, s'il en avait, ne possédaient aucun moyen de se grouper, ou même de se reconnaître les uns les autres. Si même la légendaire fraternité existait, ce qui était possible, il était inconcevable que ses membres puissent se rassembler en nombre supérieur à 2 ou 3. La rébellion, chez eux, c'était un regard des yeux, une inflexion de voix au plus, un mot chuchoté à l'occasion. Mais les prolétaires n'auraient pas besoin de conspirer, si seulement ils pouvaient, d'une façon ou d'une autre, prendre conscience de leur propre force. Ils n'avaient qu'à se dresser et se secouer comme un cheval qui s'ébroue pour chasser les mouches. S'ils le voulaient, ils pouvaient dès le lendemain souffler sur le parti et le mettre en pièces. Sûrement, tôt ou tard, il leur viendrait à l'idée de le faire. Et pourtant, il se souvint qu'une fois, alors qu'il descendait une rue bondée de gens, une effrayante clameur d'une centaine de voix, des voix de femmes, avait éclaté un peu plus loin dans une rue transversale. C'était un formidable cri de colère et de désespoir, un « Oh, oh, oh !» profond et retentissant, dont l'écho se prolongeait comme le son d'une cloche. Son cœur avait bondi. On a commencé, avait-il pensé, une émeute. À la fin, les prolétaires brisent leurs chaînes. Quand il arriva à l'endroit du vacarme, ce fut pour voir une cohue de 200 ou 300 femmes pressées autour des étals d'un marché en plein air. Elles avaient des visages aussi tragiques que si elles avaient été les passagers condamnés d'un bateau en train de sombrer. Mais à ce moment, le désespoir général se brisa en une multitude de querelles individuelles. Il apparut qu'à un des étals, on vendait des casseroles de fer blanc. C'était une camelote misérable, mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à obtenir. Le stock s'était brusquement épuisé. Les femmes qui avaient réussi à en avoir, poussées et bousculées par les autres, essayaient de se retirer avec leurs casseroles, tandis que des douzaines d'autres criaient autour de l'étal, accusaient le vendeur de favoritisme et prétendaient qu'il avait des casseroles en réserve quelque part. Il y eut une nouvelle explosion de glapissements. 2 femmes énormes, dont l'une avait les cheveux défaits, s'étaient emparées de la même casserole et essayaient de se l'arracher l'une l'autre des mains. Elles tirèrent violemment, toutes deux, un moment, puis le manche se détacha. Winston les regarda avec dégoût. Pourtant, quelle puissance presque effrayante avait un moment sonné dans ce cri jailli de quelques centaines de gosiers seulement. Comment se faisait-il qu'ils ne pouvaient jamais crier ainsi pour des raisons importantes? Winston écrivit: « Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients, et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. » Cela, pensa-t-il, pourrait presque être une transcription de l'un des manuels du parti. Le parti prétendait naturellement avoir délivré les prolétaires de l'esclavage. Avant la Révolution, ils étaient hideusement opprimés par les capitalistes. Ils étaient affamés et fouettés. Les femmes étaient obligées de travailler dans des mines de charbon. Des femmes, d'ailleurs, travaillaient encore dans des mines de charbon. Les enfants étaient vendus aux usines à l'âge de 6 ans. Mais en même temps que ces déclarations, en vertu des principes de la double pensée, le parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs naturels qui devaient être tenus en état de dépendance, comme les animaux, par l'application de quelques règles simples. En réalité, on savait peu de choses des prolétaires. Il n'était pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Aussi longtemps qu'ils continueraient à travailler et à engendrer, leurs autres activités seraient sans importance. Laissés à eux-mêmes, comme le bétail lâché dans les plaines de l'Argentine, ils étaient revenus à un style de vie qui leur paraissait naturel, selon une sorte de canon ancestral. Ils naissaient, ils poussaient dans la rue, ils allaient au travail à partir de 12 ans. Ils traversaient une brève période de beauté florissante et de désir. Ils se mariaient à 20 ans, étaient en pleine maturité à 30 et mouraient pour la plupart à 60 ans. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Les garder sous contrôle n'était pas difficile.
Quelques agents de police de la pensée circulaient constamment parmi eux, répandaient de fausses rumeurs, notaient et éliminaient les quelques individus qui étaient susceptibles de devenir dangereux. On n'essayait pourtant pas de les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part, car ils n'étaient pas soutenus par des idées générales. Ils ne pouvaient le concentrer que sur des griefs personnels et sans importance. Les maux les plus grands échappaient invariablement à leur attention. La plupart des prolétaires n'avaient même pas de télécran chez eux. La police civile elle-même se mêlait très peu de leurs affaires. La criminalité à Londres était considérable. Il y avait tout un État dans l'État, fait de voleurs, de bandits, de prostituées, de marchands de drogue, de hors-la-loi de toutes sortes. Mais comme cela se passait entre prolétaires, cela n'avait aucune importance. Pour toutes les questions de morale, on leur permettait de suivre leur code ancestral. Le puritanisme sexuel du parti ne leur était pas imposé. L'inversion sexuelle n'était pas punie. Le divorce était autorisé. Entre parenthèses, la dévotion religieuse elle-même aurait été autorisée si les prolétaires avaient manifesté par le moindre signe qu'ils la désiraient ou en avaient besoin. Ils étaient au-dessous de toute suspicion. Comme l'exprimait le slogan du parti, « Les prolétaires et les animaux sont libres ». Winston se baissa et gratta avec précaution son ulcère variqueux qui commençait à le démanger. Ce à quoi on revenait invariablement était l'impossibilité de savoir ce qu'avait réellement été la vie avant la Révolution. Il prit dans son tiroir un exemplaire d'un manuel d'histoire à l'usage des enfants qu'il avait emprunté à Madame Parson et se mit à en copier un passage dans son journal. Le voici. Anciennement, avant la glorieuse Révolution, Londres n'était pas la superbe cité que nous connaissons aujourd'hui. C'était une ville sombre, sale, misérable, où presque personne n'avait suffisamment de nourriture, où des centaines et des milliers de pauvres gens n'avaient pas de chaussures aux pieds, ni même de toit sous lequel ils pussent dormir. Des enfants, pas plus âgés que vous, devaient travailler 12 heures par jour pour des maîtres cruels qui les fouettaient s'ils travaillaient trop lentement et ne les nourrissaient que de croûtes de pain rassis et d'eau. Au milieu de cette horrible pauvreté, il y avait quelques belles maisons hautes et larges où vivaient des hommes riches qui avaient pour les servir jusqu'à 30 domestiques. C'étaient des hommes gras et laids, au visage cruel, comme celui que vous voyez sur l'image de la page ci-contre. Vous pouvez voir qu'il est vêtu d'une longue veste noire appelée redingote et qu'il est coiffé d'un étrange chapeau luisant en forme de tuyau de poil qu'on appelait haut de forme. C'était l'uniforme des capitalistes, et personne d'autre n'avait la permission de le porter. Les capitalistes possédaient tout, et tous les autres hommes étaient leurs esclaves. Ils possédaient toute la terre, toutes les maisons, toutes les usines, tout l'argent. Ils pouvaient, si quelqu'un leur désobéissait, le jeter en prison, ou lui enlever son gagne-pain et le faire mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, elle devait prendre une attitude servile, saluer, enlever sa casquette et donner du Monseigneur. Le chef de tous les capitalistes s'appelait le roi, mais Winston savait le reste de l'énumération. On mentionnerait les évêques et leurs manches de fine batiste, les juges dans leurs robes d'hermine, les piloris de toutes sortes, les moulins de discipline, le chat à 9 queues, le banquet du lord maire, la coutume d'embrasser l'orteil du pape. Il y avait aussi ce qu'on appelait le droit de cuissage, qui n'était probablement pas mentionné dans les livres d'enfants. C'était la loi qui donnait aux capitalistes le droit de coucher avec n'importe laquelle des femmes qui travaillaient dans leurs usines. Comment, dans ce récit, faire la part du mensonge? Ce pouvait être vrai que le niveau humain fut plus élevé après qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire était la protestation silencieuse que l'on sentait dans la moelle de ses os. C'était le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles on vivait étaient intolérables et qu'à une époque quelconque, elles devaient avoir été différentes. L'idée lui vint que la vraie caractéristique de la vie moderne était non pas sa cruauté, son insécurité, mais simplement son aspect nu, terne, soumis. La vie, quand on regardait autour de soi, ne ferait aucune ressemblance, non seulement avec les mensonges qui s'écoulaient des télécrans, mais même avec l'idéal que le parti essayait de réaliser.
D'importantes tranches de vie, même pour un membre du parti, étaient neutres et en dehors de la politique. Peiner à des travaux ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées, mendier une tablette de saccharine, mettre de côté un bout de cigarette. L'idéal fixé par le parti était quelque chose d'énorme, de terrible, de rayonnant. Un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques qui marchaient avec un ensemble parfait, pensaient les mêmes pensées, clamaient les mêmes slogans, qui perpétuellement travaillaient, luttaient, triomphaient et persécutaient. C'était 300 millions d'êtres au visage semblable. La réalité montrait des cités délabrées et sales où des gens sous-alimentés traînaient çà et là des chaussures crevées dans des maisons du 19e siècle rafistolées qui sentaient toujours le chou et les cabinets sans confort. Winston avait, de Londres, la vision d'une cité vaste en ruines, peuplée d'1 million de poubelles, et mêlée à cette vision, il voyait un portrait de Madame Parsons, d'une femme au visage ridé et aux cheveux en mèche, farfouillant sans succès dans un tuyau de vidange bouché. Il se baissa et gratta encore son coup de pied. Tout au long du jour et de la nuit, les télécrans vous cassaient les oreilles avec des statistiques qui prouvaient que des gens, aujourd'hui, avaient plus de nourriture, plus de vêtements, qu'ils avaient des maisons plus confortables, des distractions plus agréables, qu'ils vivaient plus longtemps, travaillaient moins d'heures, étaient plus gros, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, mieux élevés que les gens d'il y avait 50 ans. Pas un mot de ces statistiques ne pouvait jamais être prouvé ou réfuté. Le parti prétendait, par exemple, qu'aujourd'hui, 40% des prolétaires adultes savaient lire et écrire. Avant la Révolution, disait-on, leur nombre était seulement de 15%. Le parti clamait que le taux de mortalité infantile était maintenant de 160 pour 1000 seulement, tandis qu'avant la Révolution, il était de 300 pour 1000, et ainsi de tout. C'était comme si on avait une seule équation à deux inconnus. Il se pouvait fort bien que, littéralement, tous les mots des livres d'histoire, même ce que l'on acceptait sans discussion, soient purement fantaisistes. Pour ce qu'on en savait, il se pouvait qu'il n'y eût jamais eu de loi telle que le droit de cuissage, ou de créature telle que le capitaliste, ou de chapeau tel que le haut de forme. Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était raturé, la rature oubliée, et le mensonge devenait vérité. Une seule fois au cours de sa vie, après l'événement, c'est ce qui comptait, il avait possédé la preuve palpable, irréfutable d'un acte de falsification. Il l'avait tenu entre ses doigts au moins 30 secondes. Ce devait être en 1973. En tout cas, c'était à peu près à l'époque où Catherine et lui s'étaient séparés. Mais la date à considérer était antérieure de 7 ou 8 années. L'histoire commença en vérité vers 1965, à l'époque des grandes épurations, par lesquelles les premiers meneurs de révolution furent balayés pour toujours. Vers 1970, il n'en restait aucun, sauf Big Brother lui-même. Tous les autres, à ce moment, avaient été démasqués comme traîtres ou contre-révolutionnaires. Goldstein s'était enfui et se cachait nul ne savait où. Pour ce qui était des autres, quelques-uns avaient simplement disparu. Mais la plupart avaient été exécutés après de spectaculaires procès publics au cours desquels ils confessaient leurs crimes. Parmi les derniers survivants, il y avait 3 hommes nommés Jones, Aronson et Rutherford. Ce devait être en 1965 que ces 3-là avaient été arrêtés. Comme il arrivait souvent, ils avaient disparu pendant plus d'1 an, de sorte qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants ou morts, puis, soudain, on les avait ramenés à la lumière afin qu'ils s'accusent comme à l'ordinaire. Ils s'étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi. À cette date aussi, l'ennemi, c'était l'Eurasia. De détournement des fonds publics, du meurtre de divers membres fidèles au parti, d'intrigues contre la direction de Big Brother, qui avait commencé longtemps avant les révolutions, d'actes de sabotage qui avaient causé la mort de centaines de milliers de personnes. Après ces confessions, ils avaient été pardonnés, réintégrés dans le parti et nommés à des postes honorifiques qui étaient en fait des sinécures. Tous 3 avaient écrit de longs et abjects articles dans le Times pour analyser les raisons de leur défection et promettre de s'amender. Quelque temps après leur libération, Winston les avait vus tous 3 au café du Châtaignier. Il se rappelait cette sorte de fascination terrifiée qui l'avait incité à les regarder du coin de l'œil. C'étaient des hommes beaucoup plus âgés que lui, des reliques de l'ancien monde,
les dernières grandes figures peut-être des premiers jours héroïques du parti. Le prestige de la lutte clandestine et de la guerre civile s'attachait encore à eux dans une faible mesure. Winston avait l'impression, bien que déjà à cette époque les faits et les dates fussent confus, qu'il avait su leur nom bien des années avant celui de Big Brother. Mais ils étaient aussi des hors-la-loi, des ennemis, des intouchables, dont le destin inéluctable était la mort dans une année ou deux. Aucun de ceux qui étaient tombés une fois entre les mains de la police de la pensée n'avait jamais, en fin de compte, échappé. C'étaient des corps qui attendaient d'être renvoyés à leur tombe. Aux tables qui les entouraient, il n'y avait personne. Il n'était pas prudent d'être même seulement vus dans le voisinage de telles personnes. Ils étaient assis, silencieux, devant des verres de gin parfumés au clou de girofle qui était la spécialité du café. Des trois, c'était Rutherford qui avait le plus impressionné Winston. Rutherford avait à un moment été un caricaturiste fameux dont les dessins cruels avaient aidé à enflammer l'opinion avant et après la Révolution. Maintenant encore, à de longs intervalles, ces caricatures paraissaient dans le Times. Ce n'étaient que des imitations de sa première manière. Elles étaient curieusement sans vie et peu convaincantes. Elles n'offraient qu'un rabâchage des thèmes anciens, logement des quartiers sordides, enfants affamés, batailles de rue, capitalistes en haut de forme, même sur les barricades. Les capitalistes semblaient encore s'attacher à leur haute forme. C'était un effort infini et sans espoir pour revenir au passé. Rutherford était un homme monstrueux aux cheveux gris, graisseux, en crinière, au visage couturé, à la peau flasque, aux épaisses lèvres négroïdes. Il devait avoir été extrêmement fort. Mais son grand corps s'affaissait, s'inclinait, devenait bossu, s'éparpillait dans tous les sens. Il semblait s'effondrer sous les yeux des gens comme une montagne qui s'émiette. Il était 3 heures de l'après-midi, heure où il n'y a personne. Winston ne pouvait maintenant se souvenir comment il avait pu se trouver au café à cette heure-là. L'endroit était presque vide. Une musique douce coulait lentement des télécrans. Les 3 hommes étaient assis dans leur coin, presque sans bouger et sans parler. Le garçon, sans attendre la commande, apporta des verres de gin frais. Il y avait à côté d'eux, sur la table, un jeu d'échecs dont les pièces étaient en place. Mais aucun jeu n'avait commencé. Il arriva alors un accident au télécran. Pendant peut-être une demi-minute, l'air qui se jouait changea et le ton de la musique aussi. Il y eut alors... Mais c'était un son difficile à décrire. C'était une note spéciale, syncopée, dans laquelle entrait du braillement et du rire. Winston l'appela en lui-même une note jaune. Une voix ensuite chanta dans le télécran. « Sous le châtaignier qui s'étale, je vous ai vendu, vous m'avez vendu. Il repose là-bas, nous sommes étendus sous le châtaignier qui s'étale. » Les 3 hommes n'avaient pas bougé, mais quand Winston regarda le visage ravagé de Rutherford, il vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Et il remarqua pour la première fois, avec comme un frisson intérieur, mais sans savoir pourtant pourquoi il frissonnait, qu'Aaronson et Rutherford avaient tous deux le nez cassé. Un peu plus tard, tous 3 furent arrêtés. Il apparut qu'ils s'étaient engagés dans de nouvelles conspirations dès l'instant de leur libération. À leur second procès, ils confessèrent encore leurs anciens crimes ainsi que toute une suite de nouveaux. Ils furent exécutés et leur vie fut consignée dans les annales du parti pour servir d'asservissement à la postérité. Environ 5 ans après, en 1973, Winston déroula une liasse de documents qui venait de tomber du tube pneumatique sur son bureau quand il tomba sur un fragment de papier qui avait probablement été glissé parmi les autres puis oublié. Il ne l'avait pas étalé que, déjà, il avait vu ce qu'il signifiait. C'était une demi-page déchirée d'un numéro du Times d'il y avait 10 ans. Comme c'était la moitié supérieure de la page, elle portait la date. Cette page présentait une photo des délégués à une réunion du parti qui se tenait à New York. Au milieu du groupe, on pouvait remarquer Jones, Aaronson et Rutherford. On ne pouvait se tromper. D'ailleurs, leurs noms figuraient dans la légende au-dessous de la photo. Le fait était qu'aux 2 procès, les 3 hommes avaient confessé qu'à cette date, ils se trouvaient sur le sol eurasien. Ils avaient pris l'avion à un aérodrome secret du Canada pour aller à un rendez-vous quelque part en Sibérie. Là, ils avaient conféré avec des membres de l'état-major eurasien à qui ils avaient confié d'importants secrets militaires.
La date s'était fixée dans la mémoire de Winston parce qu'il se trouvait que, par hasard, c'était le jour de la Saint-Jean. Mais l'histoire complète devait se retrouver sur d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les confessions étaient des mensonges. Naturellement, cette conclusion n'était pas en elle-même une découverte, mais à cette époque, Winston n'imaginait pas que les gens qui étaient anéantis au cours des épurations avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais ceci était une preuve concrète. C'était un fragment du passé aboli. C'était le fossile qui, découvert dans une couche de terrain où on ne croyait pas le trouver, détruit une théorie géologique. Ce document, s'il avait pu être publié et expliqué, aurait suffi pour faire sauter le parti et le réduire en poussière. Winston avait continué à travailler. Sitôt qu'il avait vu ce qu'était la photographie et ce qu'elle signifiait, il l'avait recouverte d'une autre feuille de papier. Heureusement, quand il l'avait déroulée, elle s'était trouvée à l'envers par rapport au télécran. Il posa son sous-main sur ses genoux et recula sa chaise pour se placer aussi loin que possible du télécran. Garder un visage impassible n'était pas difficile et avec un effort, on peut contrôler jusqu'au rythme de sa respiration. Mais on ne peut maîtriser les battements de son cœur et le télécran était assez sensible pour les relever. Il laissa passer, autant qu'il put en juger, 10 minutes, pendant lesquelles il fut tourmenté par la crainte que ne le trahisse quelque accident. Un courant d'air inattendu, par exemple, qui soufflerait sur son bureau. Ensuite, sans la découvrir, il jeta la photographie avec d'autres vieux papiers dans le trou de mémoire. En moins d'une minute, peut-être, elle avait dû être réduite en cendres. L'incident avait eu lieu 10, 11 ans plus tôt, et aujourd'hui, probablement, Winston aurait gardé la photographie. Il était curieux que le fait de l'avoir tenue entre ses doigts semblait constituer pour lui une différence, même à cette heure où la photographie elle-même, aussi bien que l'événement qu'elle rappelait, n'était qu'un souvenir. L'emprise du parti sur le passé était-elle moins forte, se demanda-t-il, du fait qu'une pièce qui n'existait plus avait à un moment existé? Mais à l'heure actuelle, en supposant qu'elle eût pu être d'une manière quelconque ressuscitée de ses cendres, la photographie n'aurait même pas constitué une preuve. Au moment où Winston l'avait découverte, déjà l'Océania n'était plus en guerre contre l'Eurasia et il aurait fallu que ce fût en faveur des agents de l'Estasia que les 3 hommes trahissent leur pays. Depuis, il y avait eu d'autres changements. 2, 3. Winston ne pouvait se rappeler combien. Très probablement, les confessions avaient été réécrites et réécrites encore, si bien que les faits et dates primitifs n'avaient plus la moindre signification. Le passé non seulement changeait, mais changeait continuellement. Ce qui affligeait le plus Winston et lui donnait une sensation de cauchemar, c'est qu'il n'avait jamais clairement compris pourquoi cette colossale imposture était entreprise. Les avantages immédiats tirés de la falsification du passé étaient évidents, mais le mobile final restait mystérieux. Il reprit sa plume et écrivit « Je comprends comment. Je ne comprends pas pourquoi. » Il se demanda, comme il l'avait fait plusieurs fois déjà, s'il n'était pas lui-même fou. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à l'unité. À une certaine époque, c'était un signe de folie que de croire aux révolutions de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, la folie était de croire que le passé était immuable. Peut-être était-il le seul à avoir cette croyance. S'il était le seul, il était donc fou. Mais la pensée d'être fou ne le troublait pas beaucoup. L'horreur était qu'il se pouvait qu'il se trompât. Il prit le livre d'histoire élémentaire et regarda le portrait de Big Brother qui en formait le frontispice. Les yeux hypnotiseurs le regardaient dans les yeux. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5 et il faudrait le croire. Il était inéluctable que, tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l'exigeait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par la philosophie. L'hérésie des hérésies était le sens commun, et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Après tout, comment pouvons-nous savoir que 2 et 2 font 4? Ou que la gravitation exerce une force, ou que le passé est immuable?
Si le passé et le monde extérieur n'existent que dans l'esprit, et si l'esprit est susceptible de recevoir des directives, alors quoi? Mais non. De lui-même, le courage de Winston se durcit. Le visage d'O'Brien, qu'aucune association d'idées évidentes n'avait évoqué, se présenta à son esprit. Il sut, avec plus de certitude qu'auparavant, qu'O'Brien était du même bord que lui. Il écrivait son journal pour O'Brien, à O'Brien. C'était comme une interminable lettre que personne ne lirait jamais, mais qui, adressée à une personne particulière, prendrait de ce fait sa couleur. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur faiblit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux subtils arguments qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il serait encore moins capable de répondre. Et cependant, il était dans le vrai. Le parti se trompait et lui était dans le vrai. L'évidence, le sens commun, la vérité devaient être défendus. Les truismes sont vrais. Il fallait s'appuyer dessus. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Avec la sensation qu'il s'adressait à O'Brien et aussi qu'il posait un important axiome, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit.